Est-ce que j'ai l'image? Voilà. Donc, c'est les premières conférences de ce style-là. Donc, on essuie les plâtres. Je suis le premier conférencier, donc j'essuie les plâtres au carré. Alors, on va essayer. J'ai 20 minutes pour essayer de répondre à la question où le système solaire, on va rester chez nous, est-il habitable ou a-t-il été habitable? Alors, quand je dis habitable, je ne pense pas forcément à des petits princes ou à des êtres très intelligents. La vie terrestre, c'est plein de choses, hein. C'est par exemple, effectivement, peut-être des hommes, mais c'est surtout des bactéries, des moisissures, etc. Et l'homme est vraiment un artefact. Et donc, quand je dis est habitable, c'est par tout ce genre de choses. Ça, évidemment pas, je ne vais pas chercher où est-ce qu'il y a des lombriques qui vivent, mais il suffit, je trouve, quelque chose qui ressemble de près ou de loin à une bactérie, et ça serait extraordinaire. Alors, on ne va pas chercher, on va pas, en 20 minutes, on n'a pas le temps de définir la vie, ça sera pour le goûter. On ne va pas chercher des choses exotiques. Il y a plein d'extraterrestres ectoplasmiques qui vivent dans les galaxies, tout au moins dans les romans de science-fiction. Ce n'est pas cette vie-là dont on va s'occuper, c'est vraiment la vie bien de chez nous, disons, qui ressemble à nous. Voilà. Alors, pour qu'il y ait de la vie au sens vraiment commun du terme, on s'entend qu'il faut 4 conditions absolument nécessaires. Il faut de l'eau liquide, un solvant. Il faut du carbone. Il faut, pour que la vie ait commencé, des molécules complexes. Une fois qu'elle a commencé, elle sait les faire, des molécules complexes. Mais au départ, il faut, avant qu'elle arrive, qu'elle y soit. Et puis, la vie, pour pouvoir marcher, elle a besoin d'énergie. Et il faut tout ça. Sachant que ça peut ne plus exister, mais il a fallu que ça existe. Alors, les journalistes parlent toujours de l'eau liquide. Rarement, les journalistes pensent, par exemple, qu'il faut de l'énergie. Alors, on va étudier ces 4 caractéristiques et chercher où il y a tout ça dans le système solaire. Alors, l'eau liquide, c'est la plus connue. Les journalistes ne savent dire que ça. Tous les 6 mois, on annonce qu'on a la preuve qu'il y a de l'eau liquide sur Mars, à peu près. Alors, on sait qu'il y a de l'eau liquide sur Mars depuis 1971-1972, avec la mission Mariner 9, on a vu alors, de l'eau liquide ancienne, en l'occurrence, des lits de rivières, des petites rivières qui se jettent les uns dans les autres pour faire des grandes rivières. Vous avez des vallées, des méandres coupés, il y a quasiment ballon qu'on arc. La seule différence avec la Terre, c'est que la grotte de Chauvet n'est pas là. Mais à part ça, il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Alors, maintenant il fait froid, donc il n'y a plus d'eau liquide, il y a de l'eau solide. Alors une preuve qu'il y a de l'eau solide, c'est que quand vous avez de l'eau solide pas profond dans le sol, une météorite qui tombe, alors cette météorite est tombée en 2008, parce qu'en 2007, à ce moment-là, le cratère n'y était pas, et en 2009, le cratère y était. Donc c'est la météorite qui est tombée en 2008. Et elle a fait un cratère de 1,50 m de profondeur, et les débris de ce cratère sont tout blancs, et ça contient les spectres de la glace. Donc sous la poussière rouge de Mars, à ce moment-là, il y a plein de glace. Et donc il y a de l'eau solide, parce qu'il fait en moyenne moins 50 degrés. Alors ça ne marche plus. Ça marche. Donc il fait en moyenne à l'équateur moins 50 degrés à la surface, mais sur Terre, il y a ce qu'on appelle le degré géothermique, à peu près 30 degrés de plus par kilomètre. Sur Mars, on va dire que c'est le degré arésothermique, pour parler en grec. Il sera un peu plus faible, on ne monte pas, mettons 10 degrés par kilomètre. S'il fait 0 degré en moins 50 ici, il suffit de descendre de 5 km et vous avez de l'eau liquide dans le sol. Donc, dans le sol de Mars, disons 5 km de profondeur sous l'équateur, 10 km sous les pôles, vous avez plein d'eau liquide. Donc, une des conditions. Alors, surface, par contre, actuellement, c'est pas sûr. C'est pas sûr, sauf que tous les 6 mois, on annonce qu'il y en a, à peu près. Et l'annonce qui était fin septembre, on a annoncé qu'il y avait des traînées d'eau liquide qui coulaient. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise sur un site de l'école il y a 5 ans, pour montrer que c'est une nouveauté que pour les journalistes qui n'y connaissent rien. Pléonasme! Donc, de l'eau liquide, il se peut qu'il y en ait sur certains versants bien exposés au sud, etc. Mais sinon, il y en a plein de sous-sol, à partir d'une certaine profondeur. On va changer de monde sur la recherche de liquide. Voici Jupiter, 11 fois le diamètre de la Terre. Il a des satellites. Il fait vraiment très froid, moins 150 à moins 200 degrés. Et ces satellites sont faits majoritairement de glace. Leur densité est à peu près 2 pour simplifier. C'est la moitié entre 1 et 3. 3 c'est le caillou, 1 c'est l'eau. Donc avec cette densité 3, on peut voir que c'est la moitié de glace. On voit que la surface est très bizarre. Et quand on fait des calculs que mes 20 minutes ne m'autorisent pas de faire,
on peut estimer la structure interne de ce satellite, qui est quand même plus gros que Mercure, il fait 5000 et quelques kilomètres de diamètre. Alors on me semble qu'il y a du fer, il y a des silicates, et il y a une énorme couche de glace. Et il y a certainement une couche d'eau liquide prise en sandwich, quelque part par là, entre des glaces de la surface et des glaces de haute pression qu'on trouve en dessous. Il y a donc, mettons, entre 200 et 500 km, un océan d'eau liquide, pris en sandwich entre de la glace et de la glace. Alors ça, c'est un autre satellite de Jupiter qui est très joli, qui s'appelle Europe. On dirait une boule de billard rayée. Et si on va faire une série de zooms plongeant dans ce petit coin d'Europe, quelque part par là, où vous voyez ces deux rayures là, une rayure là, une rayure là, c'est à la taille de la Lune, Europe. Vous avez la rayure là, la rayure là. On zoome, vous avez la rayure là, et on zoome encore. Alors, donc c'est là qu'on va zoomer, si ça veut bien passer, là ça se passe trop. Non, là il y a une chose extraordinaire, le concepteur a conçu un engin qu'il faut diriger vers là-bas pour que ça passe, et là pour pointer. Donc il est au moins aussi intelligent que le journaliste, le concepteur de l'engin. J'ai zoomé donc ici, et vous voyez quelque chose qui ressemble à une banquise dérivante. Voilà, ça c'est sur la Terre, et ça c'est l'équivalent sur Europe. Alors là c'est grand comme le Grand Lion, à peu près. Donc ça voudrait dire que sous ces machins-là, il y a de l'eau liquide. Et en fait, quand on fait les calculs et tout ça, l'Europe doit ressembler à ça. Il y a une couche d'eau qui fait à peu près, on va dire, 100 km d'épaisseur sur une planète qui ressemble à la Terre. Et les 10, on va dire pour simplifier, les 10 premiers kilomètres de cette couche d'eau, c'est la glace. Et dessous, il y a de l'océan liquide. Et ça n'a plus liquide, par le destinateur de la NASA a mis des volcans là-dessous pour expliquer l'eau liquide. Alors, on va changer satellite de Saturne. Alors là, c'est le plus extraordinaire, il s'appelle Encelade, il est tout petit, 500 km. On en mettrait 4 comme ça sur la France. Et une surface assez extraordinaire. Et par ces fissures-là, on a vu sortir des jets de vapeur d'eau. On voit sortir, hein, ça sort tout le temps, il suffit de passer derrière. Il y a une sonde Cassini qui passe régulièrement derrière. Et vous avez des panaches de vapeur qui sortent évidemment dans le froid et vide spatial, ça fait des cristaux de givre. Ça veut dire que juste là-dessous, pas très profond, il y a de l'eau qui ne manque qu'à sortir, et d'ailleurs elle le fait. Donc de l'eau liquide, on en a vu, il y en a sur la Terre évidemment, il y en a dans le sous-sol de Mars, il y en a dans des gros satellites type Ganymède en sandwich, il y en a dans l'Europe, il y en a à Ganymède. Donc ça ne monte pas dans le système solaire. Deuxième exigence, le carbone. Alors là, c'est vite fait, il y en a partout. Donc du carbone, du CO2, du méthane et tout ça, il y en a absolument partout. L'élément carbone n'est pas un facteur limitant. Troisième chose qu'il faut, c'est qu'il y ait eu, avant que la vie arrive, des molécules complexes que la vraie vie a utilisées pour devenir vivantes. Et alors, ces molécules complexes, en fait, il y a deux sites dans le système solaire où il y en a à foison. Il y a dans les comètes et dans certains types de météorites. Par exemple, cette météorite contient jusqu'à 5% de carbone organique là-dedans. Et quand on les analyse, on trouve 71 acides aminés différents, par exemple. La vie n'en utilise que 21. Elle avait le choix, plus que ça. Alors, d'où viennent ces molécules complexes dans ces météorites ou ces comètes? Dans ces météorites ou ces comètes, il y a des petites molécules comme partout, par exemple du méthanol, du monoxyde de carbone, etc. Tout ça dans de la glace quand il fait froid, ça reçoit des rayons cosmiques, des ultraviolets, et ça fait des grosses molécules. C'est facile. Pourquoi vous rigolez? Alors, pour montrer qu'il y en a partout, ça c'est un bulletin du CNRS du 23 octobre dernier, qui a trouvé pour la première fois ce que j'appellerais la comète Punch. En fait, son prénom c'est Lovejoy, parce que dans cette comète, ils ont trouvé de l'alcool éthylique et du sucre. D'où le surnom de la comète Punch. C'est pour montrer que ces molécules organiques, c'est pas un problème dans le système solaire. Alors, deuxième façon de faire des molécules organiques complexes, c'est quand vous avez de l'eau qui touche du fer de plus dans certains types de silicates, comme l'olivine. Eau plus olivine, ça donne, on va passer des réactions, plein de choses, dont de l'hydrogène. Et si vous avez de l'hydrogène, des bons catalyseurs, et Dieu est grand, la magnétite qu'on fait en sous-produit est un catalyseur, et du CO2, H2 et CO2, ça fait du méthane, et d'autres molécules plus complexes. Et de l'eau, mais ça on s'en fout.
Donc, quand vous avez de l'eau qui touche des silicates à une certaine température, supérieure à 80 degrés, vous faites des molécules simples et des molécules complexes. C'est comme ça que les Allemands faisaient leur essence à la fin de la guerre. Ils avaient du CO2 et de l'hydrogène avec le charbon de la Ruhr, mais il n'y avait plus de pétrole, les Russes avaient tout repris, leur plus de pétrole. Donc on sait faire ça. Alors une preuve que ce type de réaction est tout à fait possible dans la nature, on est dans un massif de roches très riche en olivine, en Turquie. Il y a de l'eau qui s'infiltre, il suffit qu'elle descende à 1 ou 2 km, elle est assez chaude, elle réagit avec l'olivine, et ça fait du gaz qui n'a rien à voir avec le gaz naturel au sens produit biologique, hein, c'est du gaz complètement minéral, un mélange de méthane, d'éthane, de propane et d'hydrogène, qui sort, et il suffit de craquer une allumette, et ça flambe. Donc c'est tout à fait possible, ça se fait dans la nature. Il y a vraiment un problème. Alors, en plus, sur Encelade, on a vu les panaches de vapeur qui sortaient. En plus des panaches de vapeur, quand on analyse ce qui se passe, ça a été déjà fait 2 fois, mais une fois on a le résultat, l'autre fois c'était fait le jeudi dernier, on n'a pas encore le résultat. Ce qui sort de ces panaches de vapeur, outre de l'eau, c'est des molécules en C1, C2, C3, C4, C5, C6. Et après, on a une limite instrumentale de l'appareil, on ne sait pas si ça va plus loin. Donc, a priori, il doit y avoir des réactions de ce genre-là qui se font, et c'est pour ça que les dessinateurs de la NASA ont mis des sources hydrothermales avec réaction entre de l'eau et du fer de plus, qui fait de l'hydrogène, qui réagit avec du CO2 et qui fait des macromolécules. Alors, 4e exigence, après l'eau, après le carbone, après les molécules au départ, c'est l'énergie. Alors, tout le monde connaît un écosystème de ce genre-là, c'est l'image d'épinal d'écosystème à la Nicolas Hulot. Vous avez le soleil qui fournit l'énergie à l'arbre. L'arbre est mangé par la girafe est mangé par le lion et par les bactéries et par les puces. Le lion, une fois qu'il meurt, il est mangé par les retours, mais il est mangé avant de mourir par les bactéries et par les puces, etc., etc. Et tout ça, ça tourne très bien. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse, de l'énergie lumineuse, du CO2, de l'eau, un petit sous-produit, l'oxygène, et des molécules complexes qui contiennent entre autres de l'énergie. Les plantes n'en ont pas besoin puisqu'elles ont l'énergie, mais nous, on mange la plante, ou on mange la vache qui a mangé la plante, etc. Donc là, l'énergie est comme ça. Alors il y a une autre façon d'avoir de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la chimiosynthèse, où là, c'est des réactions chimiques parfaitement minérales. Un corps A et un corps B, par exemple, donne un corps C et un corps D. Plus de l'énergie, ça se fait dans une bactérie. En fait, tous les êtres vivants savent faire ça, sauf les eucaryotes. Mais tous les autres, c'est-à-dire 99% en nombre d'espèces, plus de la moitié en biomasse, il n'y a que nous qui n'y arrivons pas, comme dit nous, les cochons c'est pareil, ça se fait là-dedans, ça fait de l'énergie, et les cellules, sauf les cellules eucaryotes, prennent du CO2 de l'H2O et font exactement la même chose que tout à l'heure, avec CO2, H2O et énergie, ça fait des grosses molécules qui contiennent de l'énergie. Alors, ce type de réaction est très classique. J'espère pas dire d'hérésie biologique. Dans l'estomac des vaches, vous avez des fermentations qui font du CO2 et de l'H2. Vous avez du CO2 et de l'H2, et dès qu'il y a les deux, eh bien, vous avez une potentialité énergétique, CO2 plus H2, c'est une réaction qui donne, que savent très bien faire des bactéries de l'énergie, et c'est pour ça que les bactéries qui font ça, c'est pas pour faire du méthane, elles s'en foutent, d'ailleurs la vache la rote, c'est pour utiliser cette énergie pour vivre leur vie de bactéries, prendre cette énergie du CO2, de l'eau et faire leur synthèse. Donc c'est vraiment un métabolisme classique, il n'y a à peu près que l'éducation nationale, je parle du secondaire, qui ne la connaît pas. Alors, un exemple de ce, par exemple, qui a pu se passer sur Terre il y a 4 milliards et demi d'années, là je vais me répéter. Au départ, on avait un minéral contenant du fer, de l'eau, ça a donné de l'hydrogène et de l'oxyde ferrique. Ça, on l'a déjà vu. Si ça veut bien passer, cet hydrogène peut réagir avec du CO2, par exemple, on a vu que ça se faisait sous la Turquie ou dans l'estomac des vaches. Ce CO2 réagit avec l'hydrogène pour donner de l'eau et du méthane, plus quelques autres molécules plus complexes. La réaction est légèrement exothermique, elle fournit de l'énergie. Donc, ça, on va peut-être changer les piles, je ne sais pas. J'appuie. C'est une organosynthèse abiotique qui sent bon l'Allemagne, Fischer-Tropsch, rappelez-vous le Messerschmitt à la fin de la guerre. Réaction de type Fischer-Tropsch, on fait des molécules organiques. Mais avec cet hydrogène, s'il y a des bactéries, donc là, on fait des molécules. C'est abiotique, on fait des molécules.
S'il y a l'hydrogène, cet hydrogène peut être utilisé dans une bactérie. Hydrogène plus CO2 donne méthane plus H2O plus énergie. C'est la même chose que là-haut. Là-haut, c'est abiotique, là, c'est biotique. Et cette énergie peut être utilisée par cette bactérie-là ou éventuellement d'autres pour faire CO2 plus H2O plus énergie, donne molécules carbonées biochimiques. C'est une deuxième possibilité. Donc ça, c'est de la chimiosynthèse biologique. Ça, c'est de l'organosynthèse abiotique. Donc là-haut, c'est favorable à la synthèse de quelques molécules organiques, c'est très bon pour l'origine de la vie. Et si la vie est née, là, en bas, c'est très bon parce que ça fournit de l'énergie qui est favorable au développement de la vie. Et ça se fait au même endroit. Vous imaginez les potentialités qu'il peut y avoir. C'est pour ça que j'ai écrit en dessous, c'est sans doute les réactions chimiques les plus importantes de la vie. Peut-être celle dont on parle moins dans l'éducation nationale. Enfin, il y a souvent une relation. Ce qui est important, c'est ce dont on parle dans l'éducation nationale. Je parle du secondaire, évidemment. Alors, si je me résume, combien il me reste de temps? Bon, ça va, il me reste encore 5 minutes. Combien j'aurais fini avant? Où est-ce que dans le système solaire on a du carbone et des molécules complexes précoces? Partout. De l'eau liquide en surface, donc avec de l'énergie disponible sur Terre, donc évidemment, et sur Mars dans un passé lointain. Maintenant, sur Mars, c'est fini. De l'eau liquide souterraine ou sous-glaciaire. On en a évidemment sur Terre, on en a, quand je dis sur Terre, sous Terre, on en a sous Mars, sous Europe, sous Ganymède, sous Callisto, sous Titan, sous Encelade, Triton. Ça ne manque pas. Mais, pour qu'il y ait d'énergie, il y a la surface, mais là, il n'y a pas grand-chose. Il faut une source d'énergie, et la seule source d'énergie raisonnable qu'on connaisse actuellement, c'est la réaction eau plus silicate. Et où a-t-on de l'eau liquide souterraine ou sous-glaciaire en contact avec les silicates? Dans la Terre, évidemment, dans Mars, il y a quelques kilomètres de profondeur, sous la glace d'Europe, et sous Encelade. Alors j'ai mis alors. Alors là, j'en ai une photo de à la fois. Alors, vie ou pas vie actuelle ou passée dans l'Europe, Encelade ou Mars, on n'a aucune réponse définitive, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit vivable. Il ne reste plus qu'à savoir si la vie est arrivée, mais tous les espoirs sont perdus. Merci de votre attention. Alors, on n'a pas le droit de poser des questions. Vous n'avez pas le droit de poser des questions, c'est rendez-vous au côté. Donc, pas de questions. Malgré qu'il me reste encore 3 minutes et demie. Voilà, je vous remercie.